Une 14e Ligue des Champions, une Super Coupe d'Espagne et une Liga viennent de s'ajouter au grand palmarès du Real Madrid cette saison. Pourtant, on est loin de l'époque du triplé de Zinedine Zidane 4 ans auparavant. Peu de recrutement, des départs colossaux, des finances épuisées par le Covid et des joueurs en pré-retraite, voilà ce qu'était le Real Madrid en juillet 2021, lors du retour de Carlo Ancelotti sur le banc. Quelques mois auront suffi pour replacer les merengues là où personne ne les attendait. Retour sur une année renversante à Madrid. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite les amis à rejoindre nos réseaux sociaux HZ Foot, c'est le média que j'ai lancé en partenariat avec une agence de communication. Bref, vous avez tous les liens en description et surtout, très important, abonnez-vous à notre Twitch. On a lancé une émission hebdomadaire où on va recevoir des invités, des youtubeurs, des tiktokers, des joueurs pros, parce que oui, on aura des joueurs pros. Donc rejoignez tout ça pour rien manquer. On a lancé ça cette semaine. J'espère que vous serez nombreux à nous rejoindre. Je vous laisse avec la vidéo. Bon, à l'été 2021, qu'est-ce qui se passe au Real Madrid? C'est pas la grande joie, hein. On sort d'une saison où quand même le Real a lutté pour le titre jusqu'à la dernière journée où ils se sont fait distancer par l'Atlético. Zinedine Zidane, donc suite à cette saison, démissionne de lui-même. Son retour n'a pas été aussi glorieux que son premier passage évidemment. Mais quand même voilà, il y avait une bonne équipe et il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il avait, on va dire. Avec lui s'en vont deux légendes vivantes du club, deux symboles du triplé 2016, 2017, 2018. La charnière centrale, Raphaël Varane, Sergio Ramos. Donc quand tu as tes deux tauliers en défense, bon même s'il y en a un qui est plutôt âgé, qui s'en vont, c'est très dur à remplacer. Et voilà, donc Carlo Ancelotti quand il arrive, il y a ces trois départs là. Et forcément il va devoir rebâtir. Bon, quand il prend son effectif, il prend sa feuille de match, il voit, il y a des grands noms. On sait qu'il y a des grands noms au Real Madrid, c'est évident. Sauf que en 2021, c'est plus l'époque 2017-2018. Les années sont passées, l'âge passe aussi, et forcément, ça se paye sur le terrain. Parmi tout cet effectif, il y a Carvajal, 30 ans, souvent blessé les saisons passées, qui n'a jamais retrouvé son niveau d'antan. Nacho, 32 ans, qui dépanne depuis des années à tous les postes sans pour autant exceller dans son domaine. Marcelo, 34 ans, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Kroos, 32 ans. Modric, 36 ans. Casemiro, 30 ans. Il semble être plus proche de la fin que du début. Isco, 30 ans, est porté disparu depuis plusieurs mois déjà. Hazard, fantomatique depuis son arrivée. Vinicius, très prometteur. On sent qu'il y a quelque chose, mais très tendre. Bref, s'ajoute à ça le contexte en 2021 du Real Madrid. Sortie de crise du Covid. Et construction du nouveau stade qui a pris du coup du retard et qui a coûté surtout énormément cher au Real Madrid. Donc Florentino Pérez, il regarde Carlo Ancelotti et lui dit tu vas pas beaucoup recruter. Sachant que l'été précédent, le Real Madrid n'avait absolument recruté aucun joueur. Donc déjà passer une année quand tu es un club comme ça en fin de cycle, après autant de victoires sans recruter, c'est compliqué de faire avec. Zidane a fait ce qu'il pouvait et franchement je trouve qu'il a fait du bon travail. Mais là Carlo Ancelotti, on lui dit clairement, on n'a pas recruté l'année dernière, cette année tu vas pouvoir faire 1-2 coups, pas plus. Arriver libre d'Alaba en défense et arriver du tout jeune Camavinga au milieu pour quelques 30 millions d'euros. C'est bien, mais ça ne rassure pas les supporters du Real Madrid. Retour en prêt de Gareth Bale, lui aussi très loin de son niveau d'antan, et de Jovic. On va se mettre dans la tête de Carlo Ancelotti, la saison démarre, il prend son grand tableau, il fait son 11 de départ. Voilà la composition qu'il avait choisie pour démarrer l'année. Courtois dans les buts, Militao à la bas en charnière, Carvajal à la droite, Ferland Mendy à gauche, Modric, Casemiro, Kroos au milieu, et devant, Bale, Hazard et Benzema en pointe. La compo qui paraît évidente à faire, tu prends pas trop de risques, mais tu sais pas trop dans quel état sont les joueurs que tu as mis sur le terrain. Et même s'il y a quasiment que des noms, on sait pas trop ce que ça va donner, et les saisons précédentes, ces joueurs n'ont pas forcément performé. Bon, et le petit souci qu'il a quand il fait son 11, c'est qu'il y a pas mal de ces cadres qui sont soit blessés, soit qui vont très vite se blesser et donc ils vont rater une partie, voire toute la préparation estivale et ça va pas du tout aider notre Carlo Ancelotti. Mendy étant blessé, c'est Alaba qui va coulisser couloir gauche, Nacho prend sa place de pompier de service en défense centrale, Carvajal blessé aussi de l'autre côté, c'est Lucas Vazquez qui est repositionné arrière droit. Donc déjà tu commences avec tes deux latéraux qui sont pas tes latéraux. Valverde remplace logiquement Kroos au milieu, pendant sa blessure, ça c'est assez logique. Donc c'est dans ce dispositif là que le Real Madrid va démarrer sa saison. 2 matchs amicaux, une défaite face aux Rangers, un nul face au Milan. Beaucoup de supporters à ce moment-là redoutent le pire et une saison assez compliquée
pour le club de la capitale. Pourtant non, ça va bien démarrer avec une victoire 4-1 face à Alaves, 5 victoires en 6 matchs de championnat, tout va bien. Enfin sur le terrain, parce que côté infirmerie, ça va se compliquer. Bale et Hazard se blessent, de même qu'Isco, à qui Ancelotti avait accordé sa confiance sur les premiers matchs. Ces trois-là perdent donc leur place et ne la retrouveront plus jamais cette saison. C'est Vinicius qui va prendre le couloir gauche, qui démarre très fort avec 5 buts en 6 matchs de championnat, malgré une place de remplaçant au début. Pour le côté droit, vous allez voir que ça va être plus compliqué. On va voir Asensio, Rodrigo, Valverde ou même Lucas Vazquez qui vont se partager à eux 4 le couloir droit. Pendant ce temps-là, petit changement en défense, Alaba retrouve sa place en charnière centrale et c'est Nacho qui va passer couloir gauche pour pallier l'absence de Ferland Mendy. Un premier coup d'arrêt arrive entre la 7e et la 11e journée, défaite face à l'Espagnol, nul à domicile contre Osasuna et contre Villarreal. Mais malgré cette passe un petit peu compliquée, les Madrilènes vont quand même s'offrir le Barça à la dernière minute et ça va faire plaisir aux supporters madrilènes. Bon, il faut relativiser cette performance avec la crise que traverse le club catalan au même moment, parce que la saison du Barça, ça n'a pas été tout beau tout rose. D'ailleurs, on va profiter un petit peu de cette ouverture sur le Barça pour parler un petit peu du contexte espagnol à l'époque. Une Liga un petit peu en retrait comparée aux années précédentes qui étaient forcément flamboyantes. À l'image justement de cette tendance, un Real Madrid vieillissant, un FC Barcelone en crise, ravagé par une mauvaise gestion économique et un effectif loin des attentes des supporters. Et à ce petit jeu-là, du coup, c'est l'Atlético Madrid qui sort gagnant, champion en titre justement, et qui surfe sur une vague positive insufflée par un Simeone que l'on croit immortel. Il est accompagné par un effectif complet et équilibré, sûrement le meilleur de Liga, avec des postes doublés partout, sans aucun doute, l'équipe la mieux placée pour remporter une nouvelle fois le titre. Et malgré ce contexte justement, c'est le Real qui va vite se détacher en championnat, 6 victoires de suite, et l'Atlético Madrid derrière qui s'en mêle un petit peu les pinceaux. Bref, le Real Madrid assure sa place de leader à la trêve, avec de l'avance. Ancelotti a pour l'instant réussi son défi. En Europe, forcément, t'es le Real Madrid, tu te dois d'être compétitif. Victoire à la dernière minute face à l'Inter dans le match d'ouverture où ça a failli faire un nul. L'intensité, on va vite voir qu'elle va se payer cash. Deuxième journée, le Real Madrid reçoit le Sheriff Tiraspol et là, ça va être la déroute. Défaite des Madrilènes. Une défaite déclic puisque le Real ne perdra plus jamais en Ligue des Champions cette saison, en poule, bien évidemment. 4 autres matchs, 4 victoires. Leader à la trêve, premier en Champions League. Sur le papier, on assiste à une démonstration du Real Madrid, comme souvent dans son histoire. Mais je vais revenir avec vous sur un aspect caractéristique de cette saison, qui est bien différent des autres fois. Quand on pense Real Madrid, on pense star. On pense domination, victoire, trophée, argent, l'ADN du club quoi. Mais cette saison, si les résultats sont là pour le moment, on n'a pas cette sensation d'écrasement, de jeu toujours vers l'avant, comme c'était le cas avec Zidane par exemple. Et c'est bien normal. Les joueurs n'ont pas bougé, mais ont pourtant bien vieilli. Le match à domicile face à Séville en est le parfait exemple. Équipe au complet, bon match du Real, match équilibré, mais les plus grosses occasions sont pour Séville. Les Andalous sont tout proches de mener 2-0 à plusieurs reprises, voire plus. Et non, Benzema égalise sur une erreur de Bono avant que Vinicius ne fasse un exploit à la 89e sur une frappe stratosphérique. Un collectif bon qui va donner tout ce qu'il a jusqu'au bout, mais qui a de plus en plus de mal à résister à l'intensité mise par les équipes plus jeunes. Alors le Real s'en remet à des joueurs de talent, 2 devant qui peuvent faire la différence à tout moment, et un gardien infranchissable. Voilà l'ADN du Real Madrid cette année. Et ça, Ancelotti l'a très vite compris et c'est sa plus grande qualité en tant qu'entraîneur, la flexibilité. Il sait qu'il n'a pas une très grande profondeur de banc, il sait que s'il perd 1 ou 2 4 ça va être très dur, mais il va tout miser dessus. Retour de trêve et le Real s'en va en Arabie Saoudite disputer la Supercoupe d'Espagne. Le Real élimine le Barça en prolongation avant de remporter le premier trophée de l'année face à Bilbao, 2-0 en finale. Les Basques se vengeront quelques jours plus tard, cette fois-ci en éliminant un Real Madrid bien inoffensif, privé de Benzema, en quart de finale de Coupe du Roi. Bon, si en Ligue 1 ça se passe bien, il n'y a plus de Coupe du Roi, la Supercoupe a été remportée, on passe maintenant à la Ligue des Champions. Et le tirage ne va pas être très favorable au Real Madrid. PSG Real Madrid, 8ème de finale de Ligue des Champions. 21 tirs parisiens, 3 tirs madrilènes. Domination totale des Français, un Mbappé en grande forme et un Courtois qui sort 8 arrêts qui permettent au Real de s'incliner seulement 1-0. Tout est possible au retour. Mais voilà, avec ton équipe type, tu n'as même pas pu embêter un PSG assez irrégulier en championnat, avec un trio Messi, Neymar, Mbappé devant qui ne défend pas trop non plus intensément. Modric, Kroos et Casemiro après ce match, l'Europe entière les enterre et la presse titre qu'une page doit se tourner au Real. Sous-entendu,
personne n'y croit. Forcément, le Bernabéu va pousser le Real, mais c'est quand même Mbappé qui ouvre le score. Il double même la mise en se jouant de Courtois, mais le but est refusé. Le stade est clairement éteint. C'est Paris qui contrôle le ballon malgré une bonne première période du Real, mais c'est pas assez pour prétendre à un quart de finale de Ligue des Champions. Et je vous parlais tout à l'heure du match de Séville, où Séville, franchement, font un match qui mérite de gagner 100 fois, mais Séville a laissé une brèche au Real Madrid. Et ces mecs-là, si tu leur donnes ça, ils te prennent tout ce qu'ils peuvent prendre. Ils vont jamais s'arrêter, ils te prendront tout ce qu'ils peuvent. Et cette fois-ci, c'est le PSG qui va laisser cette petite brèche au Real Madrid, et Benzema va s'y engouffrer. Donnarumma offre le premier but, et derrière, on assiste à une opposition mentale rarement vue dans l'histoire du foot. D'un côté, tu as la meilleure équipe, qui franchement domine le match, mérite sa qualification, est bien meilleure, et aurait dû déjà emporter le match aller par 3 buts d'écart. Mais ils ne l'ont pas fait, ils laissent une brèche, et là, quand ils voient que ça peut potentiellement s'écrouler, même s'ils ont tout en main, ça panique. De l'autre côté, tu as une équipe qui est en dessous depuis maintenant plusieurs saisons, en fin de cycle, depuis maintenant trop de saisons limite, qu'on a enterré. Mais ces mecs-là, c'est des compétiteurs, ils ont l'expérience. Si tu leur laisses une petite brèche, ils s'y engouffrent. C'est une des meilleures équipes au mental de l'histoire du foot, j'ai jamais vu ça. Ils sont capables de tout renverser alors que personne n'y croit, leurs supporters, personne n'y croit. Benzema une fois, Benzema 2 fois, Benzema 3 fois. Et le Real se qualifie au terme d'un match fou. Et ça déjà, c'était un exploit extraordinaire. Il temporise, il fixe. Oh là là, c'est pas possible. Vinicius, faut intervenir Marquinhos. Benzema! Mais c'est incroyable! Mais c'est quoi cette histoire? C'est pas possible! Le ciel est tombé sur la tête du Paris Saint-Germain! On parle à ce moment-là d'exploit. Partout dans la presse, pour Ancelotti, pour les joueurs. Mais voir un Modric, un Benzema, un Alaba éliminer le PSG, bon, ça peut paraître normal, logique ou à peine surprenant pour certains. Mais c'est 11 jours plus tard qu'on va pouvoir parler d'exploit. Quand le FC Barcelone va se déplacer au Bernabéu et va rouler sur le Real Madrid pendant 90 minutes. 4-0 score final. Et ça aurait pu ou dû être bien pire, c'est comme vous voulez. Pas de Benzema ce jour-là, mais certes, quand même. Ils n'ont pas touché le ballon du match. Et c'était porte ouverte, ça allait de tous les côtés. Le Barça a eu un nombre d'occasions démentiel pour un classico, à domicile en plus. Et ce Barça-là, je le répète, c'est un Barça en reconstruction. Certes, il y a eu une vague positive avec l'arrivée de Xavi, il y a eu des choses mises en place un petit peu différentes, mais c'est un effectif qui, normalement, n'a pas sa place en quart de finale de Ligue des Champions. Le Real a prouvé qu'il pouvait sortir le PSG, donc si tu te fais rouler dessus par ce Barça-là, c'est que potentiellement il y a un problème, et en fait ça va casser un petit peu toute la vague positive amenée par la qualification face au Real Madrid, et on va se rendre compte que en fait c'était un exploit, et cette défaite en fait face au Barça, elle va tellement secouer un petit peu toute la bulle de l'entourage du Real Madrid qu'on va même se demander dans les médias espagnols si le Barça et l'Atlético qui étaient derrière, je crois qu'il y avait 6 points d'écart, ne peuvent pas revenir et remporter le titre, et certains enterrer le Real en disant que ils tiendront pas, c'est pas possible, et qu'ils allaient même potentiellement perdre le titre de champion d'Espagne. Puis ensuite Chelsea, champion en titre, et une nouvelle fois les a priori avant et pendant la rencontre vont être les mêmes. Le Real Madrid, hormis exploit de Courtois, Benzema ou Vinicius, ne pourra pas s'en sortir. 57% de possession et 20 tirs pour les Blues contre 8 pour le Real. Vous connaissez le scénario. Et pourtant non, c'est Benzema qui va de nouveau inscrire un triplé, des buts d'une classe immense, autant sur la passe que dans la finition. Le Real n'encaissera qu'un seul but, grâce à un Courtois encore décisif. Chelsea offrira même le 3e but au Real Madrid sur une nouvelle erreur qui leur coûtera très cher. C'est incroyable, hein, encore dominé, encore enterré. On pense qu'ils vont se faire éliminer et limite ils vont perdre le match aller, c'est sûr. Et ben non, non seulement ils ne le perdent pas, mais en plus ils le gagnent, et ils le gagnent avec une marge d'avance de 2 buts. Match retour cette fois-ci, les Blues vont concrétiser leur domination, ça peut pas se passer comme ça à chaque fois. 28 tirs dans le match, 28, je sais pas si vous imaginez, 28 tirs. 3-0 à la 75e minute, le Real est enterré, le Real est éteint. C'est terminé, ils leur ont mis 3-0, sur l'ensemble des deux matchs c'est largement mérité. Le Real va s'arrêter en quart de finale de Ligue des Champions. Mais Ancelotti va tenter un dernier petit truc. Je vous ai dit qu'il n'avait pas beaucoup de profondeur de banc, il y a quand même des joueurs qui rentrent à chaque match. Camavinga, Rodrigo entrent en jeu, de la jeunesse, un peu de peps, et ça va un petit peu aider le Real à remonter un petit peu sur le terrain, à courir un petit peu plus. Quand tu te remets à avoir le pied sur le ballon et que tu as du talent dans ton équipe, un petit coup de baguette magique de Modric,
et le Real égalise à la 80e minute. Mais comment en vouloir aux Blues d'encaisser un but comme ça? Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Tu subis. Voilà, tu subis et tu vas aux prolongations. Et aux prolongations, souvent, très souvent, t'es fatigué et c'est celui qui est le plus fort mentalement qui l'emporte. Et qui est le plus fort mentalement dans ce monde, dans l'histoire du foot? C'est ce Real Madrid. Le Real Madrid arrive donc en demi-finale de Ligue des Champions. C'est une performance qui est déjà immense. Tu as sorti le PSG et Chelsea. J'espère que vous vous en rendez compte avec le contexte de cette vidéo, de comprendre que sans recruter avec des joueurs en fin de cycle, arriver à faire ça, c'est exceptionnel. 5 jours plus tard, le Real Madrid, que l'on avait bien remis en question en championnat, recadre tout le monde en gagnant à Séville un match qu'il perdait 2-0 à la mi-temps. Encore une fois, même scénario, même chose. But de Benzema. But du 3-2 victorieux à la 92e minute. Ils ne lâcheront rien. C'est l'ADN de cette équipe cette saison. Ils ne sont pas le meilleur dans le jeu, mais ils ne lâchent rien. Et s'il faut te mettre le but à la dernière seconde pour t'enterrer et gagner, ils le feront. Puis vient le match face à Osasuna où le Real Madrid est sacré champion d'Espagne. Un titre de champion qu'il ne faut pas négliger. On a quand même vu un Barça quand même plutôt bien se réveiller même s'il était malade. Un Atlético qui était donné favori au début de la saison. Un Villarreal qui a fait des très grandes choses en Ligue des Champions et qui pourtant finit seulement 7ème de Liga. 7ème. Donc c'est pas si facile que ça. C'est le 2e titre de l'année et c'est déjà beaucoup. Après avoir donc sorti 2 favoris à la victoire finale, le Real Madrid se déplace à l'Etihad pour jouer ce qui est peut-être la meilleure équipe du monde, Manchester City. Et là, eh ben forcément, malgré les performances, on a toujours les mêmes a priori. On se demande comment le milieu madrilène peut avoir le ballon face à l'intensité que met Guardiola. Bref, vous commencez à en avoir l'habitude, sauf que cette fois-ci, il y a une petite voix dans notre tête qui nous dit pendant le match, avant le match, tu te dis, bon, ils sont arrivés jusque-là, si tu regardes le papier, tu te dis, mais c'est impossible qu'ils sortent City, mais tu as cette petite voix qui te rappelle et qui te dit, et alors pourquoi ils sont là? Et tu as l'impression qu'ils s'en sortiront toujours. Ils vont toujours s'en sortir, mais comment? Et du coup, tu regardes le match pour voir ça. Le match démarre, City domine, City entre fort dans le match, et ce qui devait arriver se produit. 2-0 en 11 minutes. On sent que ça peut très vite être une déroute, et il y a clairement une équipe mais qui est 2-3 classes au-dessus. Énorme occasion pour Mahrez, puis pour Foden. City manque le 3 et le 4-0, alors que c'est des actions, c'est des face-à-face. Les Madrilènes ne voient pas le jour, c'est la folie à l'Etihad. Et là, t'as Modric qui va te gratter un petit ballon. Il donne à Ferland Mendy qui centre. Et de dos, dans un angle hyper fermé, Benzema marque. 2-1. City creuse l'écart, le Real répond une deuxième fois. City recreuse l'écart, le Real répond encore. Score final, 4-3. Un City exceptionnel ce soir-là, ils font une performance de folie. Mais ils n'ont pas réussi à tuer ce Real Madrid, alors que franchement, on les voyait, ils étaient trop en dessous. Mais non, ils n'y arrivaient pas. Et là, tu te dis, est-ce que ce Real Madrid-là peut vraiment se faire sortir de Ligue des Champions? Avec le parcours qu'ils font, ils auraient dû mourir dès le premier match, ils auraient dû mourir face à Paris. Et ils sont toujours là. Si tu leur laisses une brèche, que tu fais une erreur, c'est fini pour toi. Paris a fait une erreur, ils sont fait éliminer. Chelsea a fait une erreur au premier match, le but tu le payes cash. Là, City fait une erreur, il laisse le Real Madrid marquer un but de plus. Et ils vont le payer cash évidemment. Match retour, 4 mai 2022, Santiago Bernabéu. Vous commencez à connaître le scénario. City marque. À 2 buts d'avance, on joue la 90e minute. Le Real Madrid doit encore marquer 2 fois pour se qualifier, ce qui est impossible. Tu peux pas marquer 2 fois après la 90e minute, c'est arrivé une fois ou 2, mais pas en Ligue des Champions, pas en demi-finale, pas à ce niveau-là, pas face à la meilleure équipe du monde. City, vraiment, je vous dis, ils se sont fait sortir, mais ils étaient trop forts. Et pourtant non, tu vas avoir Rodrigo qui va marquer à la 90e, et Rodrigo qui va remarquer à la 91e. Le mec qui sort du banc, il claque 2 buts, je sais même pas quel âge il a, mais il a même pas 20 ans. Et nous voilà, aux prolongations. City a eu des occasions pour mettre un 2-0, un 3-0, bref, c'était n'importe quoi. Le match, ils doivent le gagner avec 3 buts d'écart. Et bien, ils se retrouvent aux prolongations, un partout. Et une nouvelle fois, aux prolongations, qu'est-ce qui fait la différence? Le mental. Qui est fort dans le mental? Le Real Madrid. Erreur de City, une nouvelle fois, 2 erreurs face au Real, tu te fais sortir, c'est sûr. Penalty, Benzema transforme, le Real se qualifie. Ils ne meurent jamais, ils ne mourront jamais, c'est impossible, tu ne peux pas les sortir. Enfin, pour conclure cette épopée, il faut une finale au Stade de France qui s'est déroulée samedi dernier et qui vient compléter une histoire déjà toute tracée. C'est l'histoire d'une équipe qui a compris qu'elle n'était plus celle qu'elle a été quelques saisons plus tôt, qui a su se regarder dans le miroir et jouer un jeu différent,
mais bien plus adaptée à ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui. C'est l'histoire de cette équipe qui a subi, qui n'était pas la plus flamboyante en Ligue des Champions, mais qui a quand même réussi à marquer 14 buts en 7 matchs de confrontation directe au plus haut niveau. C'est la légende d'une équipe qui n'aura rien lâché, une équipe qui a été éliminée à chaque match, mais qui a toujours su renverser ce scénario, et ça face aux meilleures équipes du monde. Ce qui partait comme être le pire Real Madrid de la décennie offre la meilleure Ligue des Champions de la décennie. Tournez-le comme vous voulez, mais cet homme-là était bel et bien l'homme qu'il fallait au Real Madrid pour assurer la transition vers un nouveau cycle. Ancelotti vraiment fait un travail incroyable. J'avais jamais vu une équipe en transition gagner une Ligue des Champions. C'est incroyable, j'espère que la vidéo vous a plu. Venez nous suivre vraiment sur les réseaux HZ Foot. Il y a le Instagram qui arrive très vite. Et là, vous avez du TikTok, du Twitter où on essaie d'être un maximum actif. Et surtout le Twitch. Retrouvez-nous tous les mardis soirs pour une émission complète. Voilà les gars, n'oubliez pas d'aller checker les dernières vidéos. Il y en a une qui est sortie très récemment sur le vlog du titre à Milan, où on a même rencontré un joueur pro. Bref, vous avez tous les liens en description, très important. Abonne-toi à cette chaîne et like la vidéo si t'en veux plus, évidemment. On revient très vite. Ciao les gars!